Marxiste, hein, ce qu'on appelle une Weltanschauung. Pourquoi employer un terme allemand au lieu d'un terme français, un petit peu comme les gens qui, juste à côté dans le stand, s'appellent The Red Shop, alors qu'ils pourraient s'appeler la boutique rouge. Quand on dit Weltanschauung, ça veut dire, ça ramène à justement une conception du monde qui est vraiment articulée sur un rapport sujet-objet, c'est donne une chance spéculative, c'est pas simplement des idées en l'air, c'est quelque chose. C'est une conception du marxisme qui innerve littéralement leur manière de penser, leur manière d'appréhender l'objectivité, le rapport de leur propre activité subjective, pratique par rapport à une réalité telle qu'ils l'appréhendent d'une manière marxiste, c'est-à-dire en fait matérialiste, dialectique et historique. Ce n'est pas simplement rendre hommage à un penseur particulier, mais tout un courant de pensée dont il est un peu une sorte d'effet entonnoir, de synthèse, et qui évolue bien après lui. Donc, peut-être pour présenter un peu tous ces auteurs, oui, alors autre chose, aujourd'hui on parle beaucoup d'hégémonie culturelle à droite. Pourquoi? Parce que évidemment c'est dans les médias, donc forcément on parle plus de la droite, mais parce que la droite a développé un certain gramscisme. Vous savez que c'est Gramsci, qui de tous les marxistes a le plus travaillé sur les questions, en quoi les questions culturelles ont un impact politique, historique évident. Et marquant avec cet exemple que Gramsci prenait entre tous, c'est-à-dire l'évolution des idées au XVIIIe siècle et leur lien avec comme déclencheur de la Révolution française. Pour résumer, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Mais justement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque surtout dans les sociétés occidentales, parce que Gramsci les oppose à un pays comme la Russie, beaucoup plus autoritaire, où le pouvoir se prenait par en haut. Il montre que dans les sociétés occidentales, il faut faire une sorte de travail de sape de l'idéologie dominante pour commencer à répandre ce qu'on pourrait appeler les lumières, et je pourrais citer le livre de Georges, une lumière commune, avec une certaine lutte des classes dans la théorie, comme disait Althusser. On en parle beaucoup à droite de l'hégémonie culturelle à droite. On nous dit que ça serait repassé à droite, cette hégémonie culturelle, alors que par rapport aux années 70, le marxisme, disons, avait un petit peu le vent en poupe, bien que effectivement ce n'est pas des marxistes qui étaient au pouvoir. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette hégémonie culturelle-là, s'appuie comme sur une vision, c'est pas simplement une forme de stratégie. Et pour ça, il faut s'appuyer sur une vision ontologique du marxisme précise. C'est dommage qu'on dans la répartition du plan de table, on aurait pu mettre Guillaume Suin et Georges Gastaud l'un à côté de l'autre, parce que par exemple, quelque chose qui est tout à fait nécessaire pour se placer dans un marxisme bien compris, c'est de revenir par exemple aux fondamentaux ontologiques du marxisme, c'est-à-dire le matérialisme dialectique, donc ce dialogue qui a toujours été fécond entre les philosophes et les scientifiques. Donc il y a eu par exemple un point commun qui peut être une base de dialogue entre nous. Georges Gastaud a préfacé le livre de Guillaume Suin sur l'évolution, sur son livre sur Darwin et Marx. Donc ce dialogue qui est renouvelé en fait des philosophes marxistes avec les scientifiques est un très bon signe, parce que depuis justement l'affaire Lysenko qui avait été mal menée, mal conçue, maintenant les philosophes marxistes se remettent à l'épistémologie. Alors bien sûr, il y a le matérialisme ontologique, l'étude de la dialectique, il y a le matérialisme historique, bien sûr on a deux historiens, Annie et Laporise. Bien sûr, l'histoire est la plus politique de toutes les sciences, c'est effectivement ce qui suscite le plus d'intérêt du public, et je crois qu'Annie montre très bien que justement, parce que ça suscite un intérêt d'un maximum de population, il faut d'autant plus le faire avec une extrême rigueur. Et je pense qu'elle va parler notamment de ses récents travaux, donc notamment son livre. Alors j'en connaissais le titre, mais je ne pensais pas que ce serait le titre exact, mais elle me l'a confirmé. Ça s'appelle La non-épuration, voilà, sur le moment qu'on appelle l'épuration, justement avec beaucoup de guillemets. Stéphane Siro est là aussi un historien du syndicalisme, et qui va vous présenter un livre sur les électriciens et gaziers, et notamment un certain nombre de brochures
sa brochure la plus récente porte sur le concept de grève au XXIe siècle. Et il était d'ailleurs cité, il y a un débat tout à fait fécond, il pourrait être cité par Jean-Pierre Page, ici présent, qui a donc écrit un livre sur la CGT, et encore, signe de dialectique, il veut montrer qu'on comprend mieux la réalité de la CGT en interne si on étudie justement ses liens à l'international. Alors, qu'est-ce que signifiait le fait que la CGT soit sortie de la FSM, soit sortie de la Confédération Européenne des Syndicats, et quel lien ça a créé avec l'ensemble de sa pratique au quotidien. Voilà quand même encore quelque chose qui illustre une certaine approche marxiste. Donc on n'a pas une natalisme dialectique, on pourrait parler de natalisme historique, étude du mode de production. Et là nous avons la chance d'avoir Jean-Claude Delaunay qui nous vient tout droit de Nanning en Chine, qui est un économiste membre du Parti communiste et qui a publié un livre très récent qui s'appelle Les trajectoires chinoises de modernisation et de développement, de l'empire agro-militaire à l'État-nation et au socialisme. Donc là on aura une étude justement précise d'un mode de production, pas simplement de... On a des tas de débats sur savoir où en est la Chine actuellement, mais d'abord il faut poser la question aux sinologues, savoir exactement où en est ce pays pour faire l'état des lieux. Autre chose, approche qui rentre totalement dans cette problématique que nous avons intitulée l'hégémonie politique et culturelle. Le livre d'Olivier Rubens, Au bonheur des drames, s'intéresse notamment à la question publicitaire. Et je pense qu'il pourra totalement s'inscrire dans ce débat. Alors, cette année, nous avons décidé de dédier ce débat à trois auteurs décédés cette année, Jean Salem, Domenico Losurdo et Samir Amin. Et alors, tous les auteurs nous avons déjà rendu 2 hommages, un à Jean Salem et un en Sorbonne, l'autre à Domenico Losurdo à la librairie Tropique. Malheureusement, les auteurs qui sont là n'ont à peu près 7 minutes pour présenter leur livre, mais ça fait aussi partie ce n'est pas évidemment un cadre académique satisfaisant pour présenter les ouvrages, mais en même temps, ce qui fait partie aussi du charme de la fête de l'humain, c'est d'organiser ces rencontres, et on remercie le PRCF d'organiser ces magnifiques débats, comme il y a eu lieu l'année dernière. C'est vraiment, à mon avis, ça donne le débat le plus intéressant sur la fête. Et ça permet des échanges avec vous. Donc je vais faire le rôle du méchant parce que je vais faire le rôle du chronomètre, mais ça n'est pas contre l'auteur. C'est totalement objectif, hein, c'est-à-dire qu'on va limiter le temps de parole à 7 minutes. Alors moi-même j'aurais dû déjà me chronométrer, mais je voulais parler juste avant aussi d'auteurs qui n'ont pas pu venir. Je voulais parler du livre de Domenico Moro sur le carton de l'euro, parce que ça fait partie des préoccupations des gens du PRCF, notamment dans les 4 sorties. On parle beaucoup de l'Europe, on parle beaucoup de la sortie de l'OTAN, c'est-à-dire c'est plus une thématique anti-impérialiste. On parle pas beaucoup de la notion de sortie de l'euro, et ça c'est un alchimiste qui vous explique pourquoi c'est internationaliste et de gauche de sortir de l'euro. Il fait toute une analyse de ce qu'il appelle le cosmopolitisme, auquel il préfère évidemment l'internationalisme, en revenant notamment aussi, c'est pas qu'un livre d'économie, il revient aussi à Rousseau, en expliquant que Rousseau, justement, par rapport aux autres Lumières, était en conflit avec les Lumières, parce que lui, il pensait que la souveraineté pouvait s'exercer que dans le cadre d'un État. Et déjà, il y a des phrases de Rousseau dans la Constitution sur le gouvernement de la Pologne, qui vous disent maintenant il n'y a plus que des Européens, c'est-à-dire un système monarchique où les gens sont tous des sujets, on ne sait pas, ils ne sont pas de véritables citoyens. Il faut que chaque peuple, notamment il parle des Polonais, il parle des Corses, il parle des Français, chaque peuple se réapproprie sa propre souveraineté populaire. Vous savez que c'est le grand penseur de la souveraineté populaire. Et donc il y a aussi dans ce livre sur l'euro, outre justement l'évolution du mécanisme monétaire qui permet précisément ce carcan dont parlait, j'ai demandé à Léonie Pandry si je pouvais, puisque c'est moi qui ai traduit, si je pouvais reprendre le mot carcan, puisqu'elle en a parlé aux origines du carcan européen. Là, elle montre justement toute la dynamique de construction de l'Europe anti-progressiste, hein, depuis les origines. Je signale, justement, puisqu'on parle de la Pologne, et que nous avons la chance d'avoir la déléguée du Parti communiste de Pologne, que nous avons sorti aussi un livre sur de la Pologne populaire. Beata Caron, parce que ses camarades sont, comme vous le savez, persécutés.
Et il y a un livre de Monica Karbowska résume un petit peu la situation actuelle et puis vraiment la situation terrible des communistes en Pologne. Samir Amin aurait bien aimé présenter son livre, le bicentenaire de la naissance de Marx, et je pense que Jean-Pierre Page va en parler puisqu'il a préfacé son livre. Et bah écoutez, sans plus attendre, je vais vous passer la parole et malheureusement je vous interromprai 7 minutes après. Voilà.